Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Saint-Malo si vous nous rejoignez pour une rencontre avec Kerasquet. Kerasquet, c'est un duo, un couple de dessinateurs et d'illustrateurs représenté aujourd'hui par Sébastien Cosset. Bonjour. Bonjour, Bonjour tout le monde, merci. Vous êtes l'un des deux membres de ce duo, l'autre membre étant Marie Pompuy. Moi, je suis Pierre Croze du réseau social Babelio, un site où vous pouvez, par exemple, publier vos critiques de vos derniers achats à Quai des Bulles ou alors vos BD préférées, favorites. Et il y a beaucoup de critiques sur Babelio. Il y en a 430 sur votre œuvre, à vous deux. À de tous les 430 sur tous les bouquins, pas sur un bouquin. Non, sur tous les bouquins. Peut-être pas tous, mais sur la plupart de vos bandes dessinées. J'aurai peut-être l'occasion d'en citer quelques-unes pendant cette rencontre. Alors l'idée de cette rencontre masterclass, c'est de retracer un peu votre parcours, que vous nous parliez aussi de votre travail, de votre métier de dessinateur, d'illustrateur, de ses contraintes aussi, et évidemment de vos différentes bandes dessinées. Je laisserai le micro au public à la fin s'il y a un peu de temps. J'espère qu'on en aura. Quelques mots pour vous présenter, en commençant peut-être par le nom de votre duo, qui est, je crois, issu d'un village en Bretagne où a grandi Marie, un village dans le Finistère. C'est ça. Donc on est un peu dans cette ère. On n'est pas loin. Kerasquet, alors il y en a plein des Kerasquet, il n'y en a pas qu'un. Si vous cherchez, le plus connu, c'est un petit village hyper mignon avec des toits de chaume dans le sud Finistère, je crois. C'est pas celui-là. Nous, c'est un truc un peu moche, mais qui nous tient à cœur parce qu'en fait, c'est la même maison, c'est une ferme, c'est un lieu-dit. C'est au milieu des champs, à côté de Brest, à côté du phare du Petit Minou. Ça s'invente pas. Et où a grandi Marie et où sont nos enfants en ce moment parce qu'ils sont chez les grands-parents à Kerasquet. Votre duo s'est formé au début des années 2000. Vous veniez, je crois, Sébastien, de publier votre première bande dessinée avec votre père, intitulée Res Publica. Vous dessinez ensuite ensemble, que ce soit pour la presse, la publicité, la mode, les clips et le dessin animé, puisque vous avez travaillé sur l'adaptation de Petit Vampire en dessin animé. Et votre première BD, c'est en 2003, dans la collection BD Jazz qu'elle paraît, suite à un concours. Vous pouvez la voir ici, l'affiche, c'est celle la couverture, c'est celle de cet album-là. De nombreuses BD et collaborations ont suivi. Vous avez dessiné 2 tomes de Donjon Crépuscule, la série de Johann Sfar et Lewis Trondheim. Alors je vais récapituler un petit peu les différentes œuvres, on reviendra en détail sur certaines BD. En 2006, en tout cas, vous publiez chez Dargaud la série Miss Patouche, avec Hubert au scénario et aux couleurs. C'est l'histoire d'une jeune fille encore vierge qui rejoint une maison close dans l'espoir de trouver qui est l'assassin de sa sœur. Vous retrouvez Hubert pour la série Beauté chez Dupuis, une sorte de conte de fées autour d'une femme laide qui devient belle grâce à une fée. Mais c'est peut-être un cadeau empoisonné. En 2009, vous publiez Jolies Ténèbres avec cette fois Fabien Vellman au scénario, un conte cruel autour de petits êtres. Avec Fabien qui est venu en renfort au scénario parce qu'en fait c'était une idée de Marie. Ouais. Et Fabien vous a aidé en gros à développer l'histoire. Elle avait la base ou elle avait déjà plusieurs idées de la bande dessinée? Elle avait la trame, elle avait tout le début et après elle savait pas trop où aller et elle avait du mal à faire une architecture à son histoire. Donc on a demandé à plusieurs copains scénaristes et le meilleur script docteur ça a été Fabien Vellman et en plus il s'agissait de thèmes qui lui étaient quand même très propres parce que c'est sur l'enfance, la mort. Lui, il commençait seul et donc il est devenu co-auteur. Mais au départ, c'était vraiment un projet de Marie. Ouais. Pour le résumer très brièvement, c'est l'histoire de petits êtres qui sortent du corps d'une fillette retrouvée morte, on ne sait pas très bien de quoi, en pleine forêt. Et donc voilà, on va peut-être en reparler pendant la discussion. Vous retrouvez Fabien quelques années plus tard pour un voyage en Satanie sur une jeune fille qui se perd dans les entrailles de la terre pour retrouver son frère disparu, lui-même chercher les enfers qui se trouveraient peut-être sous la terre. Et alors, je vais assez vite, mais récemment, l'année dernière, vous publiez De Cap et de Mots, l'adaptation d'un roman de Flore Vesco, c'est aux éditions d'Argo, l'histoire d'une jeune fille qui décide de fuir sa famille pour devenir demoiselle de la reine. Elle va y apporter un vent de
de folie, de fraîcheur aussi, même si la cour peut être peut-être plus dangereuse qu'il n'y paraît. Alors dans le registre jeunesse, on peut aussi citer Les Tchouks, une série, on a vu quelques couvertures là qui ont défilé, une série aux éditions rue de Sèvres. Alors je suis allé vite, hein, mais on va revenir au fur et à mesure de la rencontre. On va revenir un peu en arrière avec vous déjà, peut-être avec une première question sur vos lectures d'enfance. Ce qui vous intéressait, vous, en tant que lecteur et lectrice, je vais vous demander aussi de parler un peu pour Marie, mais qu'est-ce qui vous intéressait quand vous étiez jeune ? Alors, qu'est-ce qui m'intéressait c'est de pas trop m'ennuyer, sachant que à l'époque il n'y avait pas Internet, que j'avais pas de console de jeux vidéo, mais alors par contre j'avais la chance d'avoir une librairie spécialisée BD qui était juste en bas de chez moi. Donc j'y passais ma vie. Et pour le coup, la bande dessinée franco-belge, moi, ce que j'avais à la maison, c'était Tintin, Astérix, Lucky Luke. Et je pense que j'ai commencé à dessiner c'est tellement bateau et tous les auteurs de BD disent exactement la même chose. C'est de recopier. Alors non, moi je recopiais Lontarin dans Gaston Lagaffe et je recopiais Lucky Luke. Voilà, j'adorais dessiner son chapeau et puis avec la clope au bec, ça faisait cool à l'époque. Ça l'est plus du tout. Faut pas faire ça, faut pas fumer. Vous pouvez remplacer par la clope par le Lucky Luke qui fume. Enfin, il fume. Il a à la bouche un bout de fleur. Voilà, c'est ça. Et après, il y a plein de BD que j'achetais pas, mais que je lisais parce que le libraire était hyper cool. Et donc, je m'asseyais dans un coin et il oubliait que j'étais là et je passais l'après-midi là. C'était ma médiathèque à moi. Et donc, c'est vraiment toutes sortes de bandes dessinées en tout genre. Je me suis vraiment nourri de ça. Je me suis nourri aussi de cinéma et de choses des années 80. Star Wars m'a fait dévisser la tête. Je suis né en 1975, donc je suis vraiment la méga cible. Et vous parlez de voilà. ne pas vous ennuyer en allant à la librairie pour vous procurer des BD. Mais est-ce que ça avait une influence aussi sur le choix de la BD, ou au contraire vous disiez un peu que vous lisiez un peu de tout? Vous aviez un genre, typiquement l'aventure. Est-ce que le fait d'avoir des surprises dans l'histoire vous intéressait ou pas forcément? Non, alors moi j'étais vraiment pas fixé sur un truc. Je piochais n'importe quoi, n'importe où. Et je me plongeais dedans. Et justement, c'était des découvertes à chaque fois. Je sais que Marie, c'est un peu la même chose. Enfin, je parle d'ennui parce que je pense aussi que c'est hyper important de s'ennuyer. Je dis ça à mes enfants, ils me détestent pour ça, mais ils viennent me voir et me disent je m'ennuie. Et ça fait 3 secondes qu'ils viennent de quitter leur jeu vidéo, leur truc. Ils me disent je m'ennuie. Je lui dis c'est très bien, parfait, continue. C'est comme ça qu'on imagine plein de choses et qu'on crée des choses. Je pense que c'est hyper important de s'ennuyer. Et Marie s'ennuyait d'autant plus qu'elle était donc dans une ferme. Enfin, moi j'étais à Paris, je suis né à Paris, et elle était dans une ferme, donc il pleuvait souvent dehors. On est à côté de Brest quand même, et avec pas de télé, donc vraiment zéro télé. Donc elle a vraiment fait sa culture dans sa tête, dans ses dessins et dans les livres aussi. Star Wars ne lui a pas vrillé la tête? Elle, non, étant une fille, il n'y avait pas grand-chose qui s'adressait à elle. Et d'ailleurs, la bande dessinée, pendant très longtemps, elle pensait que ça ne la concernait pas du tout, parce que dans Tintin, il y a une fille qui chante faux. Dans Astérix, les filles bof aussi. Dans Lucky Luke, tout petit peu. Enfin, c'était pas la joie pour les filles. Enfin, elle avait du mal à se sentir représentée. Et elle, d'ailleurs, c'est moi qui lui ai fait découvrir Tintin beaucoup plus tard. Et elle m'a dit ah bah c'est vachement bien. Mais oui, c'est vachement bien. Mais en effet, à l'époque, ça lui passait complètement au-dessus. On a toute une génération d'auteurs et d'autrices justement qui nous ont dit pendant les différentes rencontres, je ne sais pas si certains ont assisté à beaucoup de rencontres, que les blogs justement étaient une nouvelle voie aussi pour elles, parce qu'il y avait d'autres voix qui s'exprimaient, qui s'adressaient peut-être plus aux femmes et aux filles.
Oui, en effet, Marie se sentait vraiment pas du tout concernée. Et d'ailleurs, c'est un petit peu pour ça qu'on a commencé, quand on a commencé à travailler ensemble, on a choisi un pseudonyme. Déjà, on voulait un peu se planquer derrière. Bon, ça n'a pas duré très très longtemps. Parce qu'on ne voulait pas forcément que les gens sachent qu'on était deux et qu'on était un couple, qu'on était à la fois un garçon et une fille. Donc on avait les deux visions. Parce qu'elle voyait, elle racontait que quand elle allait dans des salons, dans des festivals de bande dessinée, c'était 99,99999% de mecs et qu'il y avait une autrice, parfois de temps en temps, et qu'elle se disait, moi, j'ai pas vraiment ma place, et puis elle se sentait pas de s'affirmer comme ça. Et quand justement il y a eu des filles comme Pénélope Bagieux, comme il y a eu des blogs qui sont venus, même comme Lisa Mandel, qui ont commencé à prendre une place dans l'univers des auteurs et des autrices. Là, elle s'est dit oui, j'ai peut-être ma place. Mais au début, c'était compliqué. Ça l'arrangeait bien de faire partie d'une entité mixte dans laquelle elle pouvait un peu se planquer derrière moi. Et alors, c'est peut-être un spoiler sur la suite de la rencontre, mais peut-être pas. C'est intéressant que vous disiez ça. Vos personnages principaux sont souvent des femmes dans vos bandes dessinées. C'est un choix souvent, conscient, tout le temps. Ou tout le temps d'ailleurs. C'est un choix conscient ou pas forcément? C'est un choix conscient. C'est un espèce de message sous-jacent, justement, de se dire on va faire des bandes dessinées qui peuvent s'adresser à tout le monde, mais qui peuvent aussi s'adresser aux filles, parce que justement, Marie ayant eu ce manque-là, on s'est dit il faut combler ce manque. Et puis Marie, je me suis rendu compte assez vite qu'elle avait un trait qui, en 2 temps 3 mouvements, elle arrivait à insuffler une vie à n'importe quel croquis. Je pense que ce qui détermine ces personnages, c'est qu'ils sont vivants, c'est qu'ils sont... on peut dire qu'ils sont élégants, gracieux, mais ils sont surtout hyper vivants. Et elle a une énorme facilité à dessiner les filles, et elle aime pas trop dessiner les garçons. Et donc, on est parti vers la facilité, on a dessiné des filles. On va sûrement revenir sur les personnages pendant cette rencontre, mais j'aimerais revenir sur le dessin et sur vos influences et sur votre pratique du dessin enfant. Vous dessiniez tout. Il y a un moment où vous saviez très tôt que vous vouliez faire de la bande dessinée ou de l'illustration, en tout cas de travailler dans le dessin. Ouais, moi alors là pour le coup j'avais des médecins, j'avais des parents médecins, j'avais des médecins parents et ils m'ont jamais fait suer parce qu'ils m'ont toujours vu avec un crayon à la main, et je me suis en fait dans ma classe je me considérais vraiment chanceux parce que j'étais un des seuls qui savait depuis avant le collège ce que je voulais faire dans la vie. C'était vraiment... Je disais, j'arriverais pas à être heureux en faisant autre chose. Je saurais faire que ça. C'est ça qui me donne envie. Et la bande dessinée est venue dans un deuxième temps, quand je me suis rendu compte que il y avait un côté tellement enthousiasmant d'apprendre à dessiner et de s'approprier les choses, en fait. À partir du moment où on apprend à dessiner, on peut regarder n'importe quoi dans la ville, n'importe quoi partout, et de se dire ça, je peux me l'approprier, un bâtiment, quelqu'un qui passe, et on devient un peu comme un demi-dieu. Et donc, moi, je sais que très tôt, et puis en plus, c'était un des rares trucs qui me différenciait par rapport aux autres dans ma classe. C'était un peu mon super pouvoir de savoir dessiner, donc ça me mettait en valeur, donc j'ai aussi continué là-dessus. Et voilà. Et vous avez poursuivi avec des études d'art appliqué, avec un BTS, je crois, plasticien de l'environnement architectural. Wow. Il y avait une envie de... c'était pour les besoins de l'illustration et de la bande dessinée, ou c'était parce que c'était aussi, ça pouvait vous apporter d'autres métiers en lien avec le dessin? Non, moi j'avais vraiment envie de faire de la bande dessinée.
Mais par contre, à l'époque, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de formations pour faire de la bande dessinée, mais ça ne m'intéressait pas qu'on me dise comment faire de la bande dessinée. Je voulais avoir les outils pour pouvoir moi-même tester des choses et trouver ma façon de raconter des histoires en bande dessinée. Donc j'ai fait une formation qui était la plus large possible. Le plasticien de l'environnement architectural, ça veut vraiment pas dire grand-chose, mais dans la formation, il y avait, on pouvait autant faire du dessin de nu, on pouvait faire des maquettes, on travaillait des dessins de perspective, beaucoup de dessins d'observation. Et je pense que moi j'avais besoin d'apprendre à dessiner plus que d'apprendre qu'on m'apprenne à comment faire de la bande dessinée. Après, c'est venu en faisant. Vous parlez beaucoup d'observation et Marie, vous disiez tout à l'heure qu'elle était plus dans l'imaginaire. C'est deux choses, deux manières d'appréhender le dessin différemment? Ou est-ce que de toute façon il y a de l'observation quoi qu'il arrive? Alors déjà, moi je pense pas qu'on apprend à dessiner quand on va dans des écoles de dessin. Souvent, moi quand je donne des cours, je dis on apprend à regarder, on apprend à observer. Et après, il y a des techniques de dessin, mais le dessin, c'est pas la main qui le fait, c'est la tête. Donc, moi, je sais que j'ai des profs, ils m'ont pas appris à dessiner, ils m'ont vraiment appris à regarder les choses. Donc, tout part de là, et Marie, de la même façon. Mais on s'est rendu compte qu'on avait deux façons d'appréhender le dessin très différentes et assez complémentaires. C'est que moi, j'avais une vision vraiment en volume et en 3 dimensions. Et elle a une vision très graphique et en 2 dimensions. Ça part pas forcément en profondeur. Et après, le jeu, ça a été de jouer sur nos 2 façons de faire pour créer un univers cohérent qui marche avec des petits personnages dans des univers qui ont plus ou moins de profondeur. Vous avez travaillé, je crois, en atelier tous les deux ensemble, c'est comme ça que vous êtes plus ou moins rencontrés. Non. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails sur votre rencontre, mais sur l'atelier, vous avez travaillé, je crois, ensemble dans un atelier. En fait, on habitait ensemble et on travaillait sur le même bureau. Voilà. Mais tout de suite, il y a eu, assez vite en tout cas, l'idée de mêler vos traits. Non, alors justement, vous parliez du premier bouquin qu'on a fait là, le BD Jazz avec Anita Audet. C'était un concours de bande dessinée qui avait été organisé par Nocturne, donc la maison d'édition. Et on a appris l'existence de ce concours 15 jours avant la remise des planches. Et il fallait faire 15 planches. Donc on s'est dit, wow, c'est un peu chaud, mais si on le fait chacun de notre côté, on n'y arrivera jamais, mais on va essayer de le faire ensemble. Et c'est ce qui a fait que on a speedé, on l'a fait ensemble, et on s'est rendu compte qu'à nous deux, on allait 3 fois plus vite. Et donc après, on s'est dit, oh, c'est pas bête ça, de continuer à bosser ensemble. Pour n'importe quel lecteur, je crois qu'il y a encore quelque chose de très mystérieux à l'idée que tous les dessins que vous réalisez, peut-être pas tous d'ailleurs, mais que les BD que vous réalisez, les illustrations, c'est vous deux. Il y a une vraie conscience dans le dessin très tôt de qui va faire quoi, ou est-ce que ça se... ou pas forcément? C'est suivant nos facilités en fait, comme on est... moi j'aime pas trop l'effort en général. Marie un peu plus, mais... on a été vers là, les choses qui nous venaient le plus naturellement et le plus facilement. Et c'est vrai qu'aussi, moi, à un moment donné, j'ai un peu lâché la rampe parce que je dessinais, avant de rencontrer Marie, beaucoup de personnages en me disant oh, « je suis super fort en personnage ». Et tout le monde me disait oh, « t'es super fort en personnage ». Puis après, Marie a commencé à dessiner à côté de moi, j'ai fait oh, « j'arrête de dessiner des personnages ». Elle est beaucoup plus forte que moi. Et donc, plus ça allait, plus on a développé... alors, on continue à faire la mise en scène tous les deux. C'est-à-dire que ça va être par rapport à des scènes. S'il y a des scènes plus d'action, aventure, c'est plus moi qui vais faire le storyboard. Si c'est des scènes un peu plus posées ou avec des sentiments un peu plus pointus et des choses... Marie va plus le mettre en scène. Et ensuite, dans la réalisation des pages,
Marie va surtout ancrer les personnages parce qu'en effet, avec son trait, comme j'ai dit, elle leur fait prendre forme et vie. Et moi, je vais ensuite essayer de faire le petit coffret, le petit ornement de décor qui va mettre en valeur son personnage, et surtout essayer que ce soit le plus clair et le plus facilement lisible, parce que moi étant très flemmard, en tant que lecteur, j'essaie de simplifier la vie du lecteur pour que le prendre par la main du début à la fin du livre, et que à aucun moment donné il se demande mais qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que je suis en train de lire. J'ai lu quelque part que avant de rencontrer Marie, vous n'aviez pas vous forcément de style préconçu. Il y avait quand vous l'avez rencontré, que vous avez commencé à travailler ensemble, il y avait vraiment l'idée de créer un style qui correspond ni à l'un ni à l'autre, mais vraiment à vous deux, à une entité qui serait vous deux. Alors moi, je continue à être un caméléon du dessin. Je ne considère pas que j'ai vraiment un style à moi. Enfin, de fait, je finis... Parce que moi, je considère qu'un style, c'est un bilan. C'est pas du tout quelque chose faut forcément chercher à avoir. Quand on a fait ce hardbook, là, Paper Dolls, au bout de 15 ans de travaux en commun, on s'est dit, on a vraiment fait n'importe quoi dans tous les sens. Qu'est-ce que ça donnerait de mettre les uns à côté des autres ce qu'on a fait depuis 15 ans? Est-ce que ça serait cohérent ou pas? Et on s'est rendu compte que oui, ça dégageait quelque chose de quand même un peu cohérent. Et c'est ce qui définit notre style. Mais le style, c'est vraiment un bilan de regarder tout ce qu'on a fait et de se dire, bon, il y a ça qui se dégage. C'est vrai que moi, j'ai plutôt été dans le sens de Marie, mais en même temps, ce qu'on s'est posé à chaque livre, c'est la question de la cohérence entre le fond et la forme, et de se dire techniquement comment faire pour que le livre qu'on va faire, ça va pas être juste le même livre qu'on a déjà fait, parce que ça nous ennuyait profondément. Et en même temps, comment on va être le plus logique et le plus pertinent pour raconter cette histoire-là et pas une autre. Voilà. On va revenir sur certains albums. Juste un mot sur les études aussi de Marie. Elle a été plus je crois, dans l'illustration scientifique et médicale. Alors, d'abord, elle a fait... nous, on s'est rencontrés à Olivier de Serres, qui est une école des arts appliqués à Paris, dans le 15e, où elle avait des cours avec Christophe Chauzy en graphisme. Elle a travaillé plutôt en graphisme. Et après, elle a fait des études supérieures. Elle avait besoin de se rassurer. Bon, encore maintenant, elle a besoin de se rassurer. Et donc, elle avait continué à Estienne des cours, en effet, d'anatomie et d'illustration médicale. Et alors j'imagine qu'ils servent encore aujourd'hui. Vos deux formations vous servent l'un et l'autre pour ce que vous faites au quotidien dans le dessin? Ça a été une base. Après, de toute façon, moi je considère que même encore maintenant, je suis en train d'apprendre des trucs. J'ai pas arrêté d'apprendre en sortant de l'école. Heureusement, j'étais pas... moi j'ai fait une formation qui a duré que 3 ans au bout du compte. Enfin 4, parce que j'ai fait une mise à niveau avant. Et qu'on continue à apprendre tout le temps. Mais ça a été un socle et ça a été une base pour pouvoir construire des choses, oui. Alors on va parler des albums, mais avant, vous avez travaillé dans l'illustration. Vous travaillez dans le domaine de la presse, de la communication, de la publicité. Plusieurs questions, juste par exemple, il y a une diversité d'approches aussi dans ce type de travail qui vous intéressait. Et deuxième question un peu liée, mais c'est une école en soi aussi d'écrire, de dessiner pour ce type de contenu? Ah oui, ça n'a rien à voir. Autant on est libre comme l'air quand on fait des livres de bande dessinée. On a une personne à convaincre, un éditeur, et après, souvent il nous fiche une paix royale pour qu'on fasse notre bouquin comme on a envie de le faire. Mais autant il y a énormément de contraintes et de choses auxquelles il faut répondre dans la publicité, et ça nous intéressait d'avoir les deux en fait, parce que trop de liberté,
ça peut être, on peut se noyer en fait dans la liberté et puis jamais rien faire. Donc c'est vrai que même quand on se mettait à faire des albums, on s'inventait des règles du jeu, on s'inventait nous-mêmes des contraintes. Et ce jeu de contraintes a été super constructif de travailler. Pour nous, on considérait que la bande dessinée, c'était la course de fond, c'était vraiment notre marathon, où on faisait un peu tout le temps, ça avançait sur des planches et des planches, on finissait un album, on en recommençait un autre, enfin, c'est vraiment limite sans fin. Et autant la publicité, c'était le sprint, c'était vraiment des coups comme ça où on nous appelait, on nous disait il faut faire ci, il faut faire ça, ah bah ok, on va faire ça. Et c'est vrai que économiquement, ben c'était en gros, pour caricaturer, on bossait 80% du temps pour la bande dessinée et 20% du temps dans la pub. Et au niveau des revenus, c'était à peu près le contraire. Mais il y avait un plaisir tout de même à bosser pour ce type de... Ah bah oui, sinon on l'aurait pas fait. Alors nous, on fait que ce qui nous fait plaisir. Ça a été un truc de départ, c'est que je me suis dit, c'est pas possible que j'ai un patron, c'est pas possible que j'ai des horaires, ça va pas le faire pour moi. Et donc j'ai tout fait pour que dans ma vie, je fasse que ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. C'est un boulot à plein temps. Hein. Alors vous avez travaillé sur l'adaptation en série télé du Petit Vampire. Travailler en vidéo, ça implique aussi une réflexion sur le mouvement, j'imagine, Ouais. qui vous a... Alors, et rien que pour ça, pour la vidéo, c'était très bien. Est-ce que c'était aussi pour le dessin? Ça a une influence sur vos différents types de dessin? Sur plein de choses. Moi, déjà, ça me fait rêver. L'animation, ça m'a toujours fait rêver. Et d'ailleurs, j'avais tellement mis sur un piédestal que j'ai jamais eu la force ou enfin, ça m'est même pas venu à l'esprit de faire une école pour faire de l'animation parce que je mettais ça vraiment très très haut. Et après, je me suis rendu compte que les gens de l'animation nous mettaient, nous, les auteurs de bande dessinée, un peu sur un piédestal. Alors je disais, ouais, c'est complètement inversé. C'est surtout, moi, ce qui m'a plu, c'est aussi le fait de travailler en équipe, que ce soit... on parle de dessin vraiment de manière technique, comme des musiciens qui font un bœuf ensemble, quand ils parlent de musique, ils savent de quoi ils parlent sans forcément même parler la même langue. On parle en dessin et de croiser des gens dont c'est le métier, qui sont des créateurs, des techniciens qui tournent autour de ça, de raconter des histoires en mouvement, en dessin. J'ai trouvé ça génial et d'ailleurs c'est ce qui a fait qu'on a continué à en faire. C'était une première expérience. Et d'ailleurs c'est marrant parce que dans Petit Vampire, il y avait un autre jeune animateur qui nous a un peu appris les bases parce que nous on était nuls, on n'avait pas fait d'école, qui s'appelle Jérémy Perrin. Et là il sort un film d'animation que vous pouvez aller voir en salle qui s'appelle Mars Express. Mars Express. Et on a fait les épisodes de Petit Vampire avec lui il y a 15 ans. Et on va reparler après la fin de la rencontre d'une autre série d'animation. C'est un petit spoiler, on en parlera un petit peu après. On dit souvent, je ne sais pas si c'est lié à la vidéo, au travail sur la vidéo, on dit souvent que vos dessins sont vivants. Il y a un lien entre les deux? Ben ouais. Bah, déjà, c'est le dessin de Marie. Hein. Je pense que c'est aussi parce que la prod avait vu nos dessins, qu'on a été embauché sur Petit Vampire. En fait, depuis qu'elle fait des croquis, depuis que j'ai vu moi ses premiers dessins, je me suis dit mais c'est pas possible comment elle arrive à faire ça. Enfin, pour moi, il y avait Sampé qui arrivait à le faire. Enfin, pour on parlait de référence, en effet, il y a des gens hyper importants comme Quentin Blake ou Sampé qui ont marqué notre parcours graphique. Et j'ai vu ça dès les premiers croquis de Marie. Et c'est pour ça aussi que moi, je me suis un peu effacé parce que j'avais l'impression que c'était...
j'aspirais à donner de la vie à mes dessins. Ça avait le goût de la vie, ça avait le... mais c'était pas vraiment ça. Alors que elle, en 2 traits, c'était ça. Il y a un côté vraiment magique. Et donc, je pense que c'est ce qui fait que les gens le perçoivent aussi, quoi. Et alors c'est intéressant que vous parliez tout à l'heure de l'idée de travailler en collectif, en groupe, notamment et particulièrement pour les vidéos. Mais c'est aussi ce qui explique le fait que vous ayez eu recours à beaucoup de scénaristes, enfin beaucoup, en tout cas certains scénaristes, pour travailler avec vos albums. Il y avait l'idée de collectif et d'univers différents. Vous parliez de vos intérêts pour différents univers, mais aussi pour différents scénaristes. En fait, on n'aime pas trop se répéter. Marie a vraiment peur du côté train-train, répétition, refaire tout le temps les mêmes choses. Donc, c'est venu aussi de là. Et en effet, nous, on aurait pu aussi écrire nous-mêmes des histoires. Et ce qui nous motivait, c'était d'avoir des vraies collaborations où on se dit qu'à 3 cerveaux, c'est mieux qu'à 2 et que 2, c'est mieux qu'à 1. Et donc, oui. Et puis après, ça a été des rencontres parce qu'avant d'être des scénaristes, des co-scénaristes avec qui on travaillait, c'était avant tout des amis. Enfin, autant Hubert que Fabien, c'était des copains avec qui on avait envie de travailler. Alors, je vais vous citer une critique de Donjon Crépuscule sur Babelio. L'autre point positif est le travail des Kerasquet, qui s'inscrit parfaitement dans la lignée graphique du reste de la série. Alors, ma question, c'est comment est-ce qu'on s'intègre aussi, c'était une de vos premières BD, comment est-ce qu'on s'intègre dans une série, dans un univers existant? C'était aussi un challenge. Vous parliez de challenge tout à l'heure, et c'en était un aussi? C'était que ça. Alors déjà, ça nous mettait une grosse pression parce qu'on était un peu des petits jeunes. Nous, c'était... pas loin de notre première BD, on avait un peu fait Miss Patouche, mais qui était juste avant, je crois. Enfin, on a alterné, on a fait Miss Patouche, Donjon, Miss Patouche, Donjon, Miss Patouche. Et donc, on avait encore tout à prouver. Et les gens, les dessinateurs qui avaient travaillé sur Donjon, c'était que des grosses brutasses. Et donc, c'était un peu dur parce qu'on arrivait, ok, bonjour, nous on est là. Et donc, ça a été un challenge essentiellement graphique parce que tout ce qui est narration, même découpage, était fait en amont par Joanne et Lewis. Et donc, nous, ça nous faisait déjà le storyboard, il nous faisait marrer, il était hyper expressif et on se disait, bon, il faut déjà, premier challenge, qu'on arrive à garder la même énergie et que ce soit au moins aussi bien. Et si on y arrive, à essayer de faire un petit cran même un peu au-dessus. D'autant que sur cette série-là, les couleurs, c'était même pas nous, c'était Walter qui le faisait. Donc vraiment, nous, on avait en charge le côté esthétique et dessin. Donc ça a été un vrai challenge. Ouais. Vous parlez des couleurs, là c'était pas forcément vous, c'est quelque chose que vous appréciez dans les différents albums, c'est souvent vous, mais pas toujours. Il y a une vraie envie aussi que ce soit très en amont dans le dessin, qui est l'idée des couleurs. Pas forcément. Pendant un moment, on a travaillé tous les premiers albums, on les a fait avec Hubert, donc qui avait la personnalité. Il était très bizarre dans le milieu parce qu'il avait la particularité d'être, comme tu as dit, scénariste et coloriste. Et lui, il nous disait qu'il se considérait comme coloriste professionnel et scénariste amateur. Parce que c'était vraiment son métier, en fait. Ce qui lui permettait de gagner sa croûte et payer son loyer, c'était de faire les couleurs. Et à côté, il essayait de faire des petits projets en tant que scénariste. Et après, heureusement, il a réussi à en vivre un peu mieux. Mais pourquoi je raconte ça? Non, mais sur oui, que la couleur. Et après, on a perdu Hubert. On a travaillé. On est revenu à des envies qu'on avait nous de faire tout sur la même page, donc de travailler en couleur directe et d'avoir vraiment une vision globale de notre planche dès la création. Ouais.
peut-être l'occasion de parler de vos différents rapports aux scénaristes et de ce que vous aimez en tant que dessinateur recevoir. C'est déjà une vision très claire du scénario, ou est-ce que vous aimez aussi mettre la main à la pâte dans le scénario? Quels sont vos rapports à vos différents scénaristes? Ça a toujours été des échanges en fait, avec autant Hubert, Fabien, alors moins sur l'adaptation bien sûr de Flore Vesco, là c'était un roman, mais sinon, non en fait, je me souviens par exemple pour Miss Patouche, on s'est mis autour d'une table et on a fait, bon alors, Marie aime dessiner les filles à poil, donc on peut faire ça soit dans un bordel, soit dans un couvent. Après, on va faire ça. Nous, on lisait énormément de polars, donc on s'est dit, oh, on va faire un polar, ça va être trop bien. Donc les codes du polar. On va situer ça esthétiquement, ce serait pas mal. Les années 30, on aime bien le côté visuellement et tout. Donc en fait, tout ça, ça a vraiment été des réflexions ensemble de bâtir des personnages, bâtir les personnalités des personnages. Parce que parfois, on parlait en gros d'un archétype de personnage, et puis on faisait quelques croquis. Marie finalisait un personnage, et il prenait forme, et il inspirait autant Hubert que Fabien pour se dire, bah, en fait, elle est plus comme ça. Enfin, en tout cas, moi, elle me paraît plus comme ça. Donc le dessin sert l'histoire, et l'histoire sert le dessin. Et il y a beaucoup de recherches de votre part, Marie et vous, typiquement, là, par exemple, on parle de Miss Patouche, ça se passe dans les années 20, années 30, il y a une ambiance polar. Il y a des recherches en amont pour trouver, vous parlez d'observation tout à l'heure pour le dessin, c'est beaucoup de recherches visuelles, de polar, de lecture de polar, de films de polar pour trouver les ambiances. Alors à l'époque, c'était la fameuse moment où il n'y avait pas encore Internet. Enfin, c'était 56K et c'était vraiment pas encore à fond. Et donc, pour trouver de la documentation, il fallait aller dans des librairies. Nous, on allait dans des bouquinistes pour essayer de choper des livres de photos, de Hadjet, des choses sur des bouquins. On avait trouvé des bouquins. Hubert avait trouvé des bouquins sur les bordels de l'époque. Et donc, oui, ça a été pas mal de recherches, de documentation. Après, il y a les reconstitutions dans les films aussi, de revoir plein de films. Les polars, on en lisait de toute façon énormément à l'époque. Ouais. Et ça commence par quoi exactement les premières ébauches ou les premiers travaux de votre part? C'est d'abord des personnages, vous essayez de trouver, parce qu'ils sont très importants dans vos récits, les personnages. C'est d'abord ça, c'est d'abord justement l'identité visuelle, l'atmosphère. Qu'est-ce que vous allez chercher tout d'abord? Alors c'est un peu étrange parce qu'en fait, à l'époque, nous, on faisait très très peu de travail en amont. C'est un peu le contraire de ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est que on faisait quelques croquis, quelques recherches, et après on se lançait, on faisait des planches, et en fait on créait au fur et à mesure l'univers en avançant sur les planches. On avait très peu de recherches en amont, choses que maintenant on fait plus, mais c'était vraiment les choses étaient couchées et n'existaient quasiment que sur la planche. On va bientôt passer il est 11, on va passer dans quelques minutes aux questions du public, mais encore quelques questions sur notamment le rapport à la jeunesse. Donc, on a vu quelques plans, je vais les remettre, des Tchouk. C'est un registre dans lequel on vous a beaucoup attendu, il me semble, et c'est quelque chose qui ne vous intéressait pas forcément au départ. Qu'est-ce qui vous a finalement intéressé dans ce format, dans ce registre plutôt? En fait, on voyait bien que les auteurs jeunesse étaient souvent mis de côté, et un peu, d'autant qu'à l'époque, c'était encore plus que maintenant, c'était beaucoup moins poreux entre la bande dessinée et les livres jeunesse. Je trouve que maintenant, il y a beaucoup plus de ponts et de passages qui se font entre l'animation,
la bande dessinée et le livre jeunesse. On peut aller de l'un à l'autre et tout est mis à peu près au même niveau. Enfin, en tout cas, moi, je considère. Mais à l'époque, le livre jeunesse n'était pas considéré pareil. On n'est pas du tout payé pareil. C'est même pas les mêmes pourcentages. Et je pense que c'est l'esprit de contradiction très fort de Marie, de se dire ah ouais, j'ai un style un peu enfantin, tout le monde me dit que je devrais faire de la jeunesse, et ben moi je vais faire des trucs méga trash. Jolies Ténèbres, par exemple. Voilà, entre autres. Déjà Miss Patouche, c'était pas mal dans le genre, et après Jolies Ténèbres, ça a été un peu le comble de ça, de se dire on utilise le fait qu'on a un dessin un peu gracieux et enfantin pour raconter des trucs horribles. Parce que si on le dessinait de manière vraiment photoréaliste, ce serait insoutenable. Et donc, c'est vrai que pendant un bon moment, on en a profité. Et puis après, on a fait des enfants. Et là, on s'est rendu compte qu'ils pouvaient lire aucun de nos bouquins. Et là, on a fait bon. Alors, et tous les soirs, on lisait machin, des livres. On lit toujours plein de livres le soir avec nos enfants. Et puis on s'est dit bon, pourquoi nous on n'en ferait pas aussi des livres pour nos enfants, ça serait cool. Et c'est vrai que le fait d'avoir des enfants, ça nous a complètement ouvert les chakras. Et puis on a passé, on avait aussi envie de faire des histoires un peu plus feel good, vraiment montrer des choses plus positives, et c'est le virage qu'on a fait. Après, il y a ceux qui disent oh, c'était mieux avant quand c'était trash. Et oui, très bien, c'était notre période à l'époque, mais nous on a grandi. Quelques mots peut-être qui rejoignent un peu sur le côté feel good, alors pas forcément feel good, mais De Cap et de Mots, ça reste peut-être jeunesse, et en même temps on peut le lire adulte, il a beaucoup plu aux adultes aussi. Vous n'avez pas adapté beaucoup de romans, pourquoi celui-ci en particulier ? En fait, quand on nous a proposé De Cap et de Mots, nous ça faisait un moment qu'on faisait plus de bande dessinée, on s'était dit ça nous va. Parce que avec Marie, on se disait si on n'a pas de choses vraiment en tête importantes à raconter dans un livre, autant pas faire de livre, parce que faire un livre pour juste faire un livre de plus, ça sert à rien. Il y en a vraiment assez dans les librairies, les gens sont pas en manque. Nous, il faut qu'on ait une vraie envie de le faire, et on n'arrivait pas à trouver. Hubert était plus là. Avec Fabien, il était débordé, il faisait plein d'autres trucs. Et en fait, c'est notre éditrice, Pauline Mermet, chez Dargaud, qui nous a envoyé le roman. Et on a adoré. On s'est dit, c'est vraiment tout ce qu'on a envie de raconter en bande dessinée. C'est un personnage qui est humain, qui est intelligent, qui virevolte, qui met en valeur la gentillesse, qui est quand même un super pouvoir, l'empathie et la gentillesse. Essayer de faire comprendre aux enfants que d'être gentil, c'est vraiment... c'est plus difficile d'être gentil que d'être méchant. Et donc, c'est quelque chose qui doit être récompensé. Et donc, toute l'histoire nous plaisait. Et donc, c'est ce qui a fait le déclic. Et on s'est dit, ça, on a envie vraiment de le raconter en bande dessinée. Un mot, j'ai mis là, c'est la première planche de l'album que vous pouvez voir, qui me permet juste de poser la question pour cet album-là, mais de manière générale, comment on débute un récit ? Alors là, il y a déjà un roman, mais il n'y a pas le scénario forcément au départ. Comment est-ce qu'on commence ? Comment est-ce qu'on met le lecteur déjà on plonge le lecteur dans l'histoire ? Il y a plusieurs façons de le faire, et comme je parlais tout à l'heure nous, on se pose des questions de la cohérence entre le fond et la forme. J'avais commencé à faire une intro vraiment plus classique, où on voyait dans la première case la maison, l'espèce de château un peu décrépit, pour essayer d'expliquer que c'est des nobles, ils sont dans un château. Et puis après, on s'est dit, mais non, ça c'est la manière vraiment classique que j'aurais fait pour un peu n'importe quel texte. Là, on parle d'un personnage qui est
qui est libre, qui est expiègle et qui est sautillant. Donc on va faire l'intro que sur elle. Et en fait, on s'en fout de savoir, on saura qu'après le cadre dans lequel elle est, parce que l'important, c'est elle. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on a décidé, nous, de péter les cases. On s'est dit, il ne faut pas qu'elle soit contrainte. Elle va naviguer dans le livre de manière libre. C'est un personnage libre, donc il va se balader dans le livre sans qu'elle soit emprisonnée dans des cases. Et donc, pour moi, le premier strip est hyper caractéristique de la logique qu'on avait envie de montrer. C'était que on est sur elle, elle virevolte, elle parle à ses petits frères, elle est juste là pour les faire marrer. Et après, on montre le cadre. Je crois que j'ai même pas fait. J'aurais pu faire carrément un strip avec le lieu, enfin pour pouvoir montrer comment c'est. J'en ai juste fait une petite case à un moment avec de la neige pour le situer, mais sans en mettre plus. Et ça a été ça la réflexion sur tout le livre, de mettre les éléments justes et pas surchargés de détails non plus, parce qu'il y a plein de choses qui viennent plutôt, enfin moi en tant que lecteur, bloquer ma lecture, et j'avais envie que ce soit une lecture vraiment fluide. Alors on va passer à... On en parlait tout à l'heure d'une adaptation en vidéo, en dessin animé, d'une bande dessinée, enfin d'un livre, d'un roman, Toby Lowness. On va mettre le trailer. Alors, je vous propose de parler en même temps. On n'a pas le son de toute façon, donc on peut échanger autour de. Il y a une super musique. Il y a un problème de son. Toby Lowness, du Alors, vous pouvez nous parler de votre travail pour cette adaptation? Oui. Alors, on a été. Je ne sais pas si vous connaissez Toby Lowness de Timothée de Fontbelle. Il y a des fans, je crois. Ouais. On a été contacté il y a 5 ans par des productrices qui avaient travaillé avec Timothée sur d'autres projets, avec l'envie folle d'adapter. Quand même, c'est un roman qui fait je ne sais plus combien de milliers de pages. Il y a 2 tomes et en feuilleton animé. Et donc, et de nous confier la Bible graphique. C'est-à-dire que là, pour le coup, on s'est partagé. Marie a créé tous les personnages. Je crois qu'il y a 150 personnages. Et moi, d'inventer toute l'esthétique et les décors de cette histoire. Et ça a été un travail vraiment génial où, pareil, on s'est enrichi entre la Bible littéraire, la Bible graphique, et ça a été une aventure assez longue parce que, au bout du compte, ça va faire 13 épisodes de 52 minutes qui vont passer sur France Télé là, pendant les vacances de Noël. Alors, bien sûr, ce sera disponible sur Oku. Moi, je ne regarde pas non plus la télé. Hein. Donc, on pourra le regarder sur la plateforme Oku dans son intégralité. Et ça a été une expérience géniale. Et d'autant que là, pour le coup, on nous a laissé et la chaîne et la productrice nous a laissé une énorme liberté pour pouvoir s'exprimer et faire vraiment ce qu'on avait envie, nous, de faire graphiquement. Donc, je les remercie encore. On va passer, je pense, à des questions du public, si vous en avez. Est-ce qu'il y a on va, je pense, vous faire passer un micro. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à lever la main, que je vous vois, parce que je ne vous vois pas très bien. On en parlera après. Merci, mais on en parlera après. plutôt sur Kerasquette, les questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai une sur l'affiche. Je voulais la remettre. Quel conseil vous allez donner, si vous aviez un conseil à donner à Lisa Mandel qui va reprendre
qui va faire l'affiche de l'année prochaine. Et comment vous y êtes pris pour réaliser cette affiche? Alors, vous aviez des idées très tôt. Quel travail vous avez effectué? un conseil, démerde-toi. Non, alors moi, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai été regarder toutes les affiches qui avaient été faites avant, parce que je me suis dit, j'aurais l'air fin si j'ai l'impression d'avoir une super bonne idée, et puis qu'on me dit, oh bah c'est exactement l'affiche de machin. Je dis, ah oui, ok. Donc déjà, aller regarder toutes celles qui ont été faites, et puis après, nous, on a un peu pris le contre-pied de l'affiche de Ralph Meyer de l'année dernière, qui était hyper belle, hyper dynamique sur les corsaires et tout. On s'est dit, nous, on va axer ça sur autre chose, plutôt sur le côté coolos, lecture, un peu plus enfantin aussi, parce que voilà, le public enfant nous touche énormément. Et donc, et après, on a toujours eu, nous, avec Marie, un côté justement jouer avec des tailles de personnages, soit hyper petits, avec Toby Lowness, avec aussi Jolies Ténèbres, où c'était des petits personnages. Et là, on a fait un peu le contre-pied, on s'est dit on va faire un géant. Voilà, ça a été assez vite. Il n'y a pas eu beaucoup on n'a pas tergiversé beaucoup. On a finalisé une image assez vite. Et après, on l'a envoyé en disant oh, j'espère que ça va aller, j'espère que ça va aller. Et puis, ils nous ont tous dit ah, mais c'est super. Et donc, on pensait qu'on devrait la refaire 3 fois. Et puis, non, on l'a laissé comme ça. Alors, je crois qu'il y a une question là-bas. On va vous donner le micro. Non, il faut le micro, parce que je crois que c'est enregistré, donc si on vous entendra pas, si. Bonjour, tout simplement pour poursuivre sur l'affiche, je me demande en fait quel album est en train de dire la petite fille. Alors c'est pas. Alors déjà, est-ce une petite fille ou un petit garçon? Oui, c'est vrai, bonne question. C'est la question, et je vais pas vous répondre. Et un tracard quand même. Hein. Voilà, je voulais qu'il y ait quand même une petite référence. À toutes les affiches qui sont faites sur les corsaires et tout ça. Donc j'ai mis dans la 4e de couve un bateau. Bien sûr, c'est un album qui n'existe pas du tout, mais pour faire les cases à l'intérieur, j'ai regardé hyper vite, c'est hyper bon. J'ai regardé Astérix... Lequel celui où ils ont peur là, enfin ils savent pas avoir peur. Astérix et les Normands. Les Normands. Ouais. J'ai regardé ça, mais je l'ai vraiment fait de manière ultra abusée. Et faut vraiment zoomer dedans. Mais vient de faire. Voilà, en gros, c'était pour faire un petit clin d'œil au côté corsaire. Une autre question, une dernière peut-être. Je vois pas très bien, je vois pas de main levée. Vous pourrez évidemment vous retrouver. Vous êtes encore sur le festival aujourd'hui? On va repartir à Nantes là bientôt. Alors c'est maintenant, si vous avez une question. En même temps, on a pas mal raconté de trucs. Hein. Il y a un élément. Ça peut être par rapport à un album, un truc que vous avez détesté, un truc. Une question quelqu'un qui a détesté. Qu'à deux, ça met moins de temps à dessiner. Combien vous prenez pour un album? Alors, quand on était jeune et fou et qu'on n'avait pas d'enfants, on pouvait faire un album. Je crois qu'on a fait un album de donjon où justement on n'avait même pas le storyboard à faire, donc juste le noir et blanc. On a dû faire un album en 3 mois, un truc comme ça. Et maintenant, on n'est plus jeune, on n'est plus fou, et on a des enfants. Et en plus, le dernier album, il fait 100 pages, et il est en couleur directe. Et on l'a fait pile poil au bon moment, parce que c'était le confinement, donc on avait les enfants à la maison. Donc lui, on a plutôt mis 1 an et demi à le faire. Mais en fait, ça dépend aussi de la technique qu'on utilise. Et puis, est-ce qu'on fait que le trait? Est-ce qu'on fait la mise en scène?
de manière classique, on peut faire un album, sachant qu'on ne fait jamais qu'un album de bande dessinée, on fait toujours plein d'autres trucs à côté. Mais en un an, on fait un album de 50 pages, disons. Un mot sur la suite. Je sais qu'il me semble avoir lu quelque part que vous souhaitiez continuer à travailler avec Flore Vesco. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? C'est toujours d'actualité. On travaille sur un texte ensemble, mais par contre qui n'est pas une adaptation d'un de ses romans, mais une création commune, justement, qui est, comme ce que je vous racontais tout à l'heure, née d'une discussion ensemble et d'envie commune. Mais à côté, on a aussi d'autres choses qui se profilent, dont je ne peux pas vraiment parler, mais qui pourraient devenir concret assez rapidement, bientôt. C'est hyper clair. Rendez-vous au prochain festival de Quai des Bulles ? Voilà, c'est ça. Et aussi dans l'anime, parce qu'on a aussi bossé dans l'anime et on a des projets d'animation. Et entre autres, vous pouvez aller voir bientôt au cinéma le film de Benjamin Renner qui avait fait Le Grand Méchant Renard et Ernest et Célestine, et qui est un copain et qui nous a fait travailler sur le film qui sort là, qui va s'appeler Migration chez Illumination. Voilà. Chouette. On a dessiné des canards. Merci beaucoup, c'est la fin de cette rencontre. Juste Merci. Un tout petit mot rapide sur les différentes BD qu'on peut retrouver. De Cap et de mots, c'est la dernière, c'est chez Dargaud avec Flore Vesco. Beauté avec Hubert, c'est chez Dupuis, j'ai l'album ici, mais il n'est pas pour vous. Miss Patouche chez Dargaud, c'est le premier tome. Vous l'avez mis en deux duologies réunies. Ouais. Donc il y a 4 albums, il y en a 2 maintenant qui sont disponibles. Jolies Ténèbres, dont on a un peu parlé. J'ai pas les albums jeunesse sur moi, mais ils sont disponibles aussi. Jolies Ténèbres, c'est avec Fabien Vellman et c'est chez Air Libre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Et merci beaucoup à l'équipe qui a régi, à tout le monde. Merci à tous et au festival, aux bénévoles. Merci à vous et bonne fin de festival.